Je pense que sur le sujet des réfugiés, en effet, on a besoin d'un discours de sens et d'un discours moral, éthique au sens fort du terme, c'est-à-dire qui élève tout le monde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que question éthique, humanité, on en est très loin. On a en fait une véritable politique de non-accueil, comme beaucoup de chercheurs et de militants des associations peuvent le qualifier, qui s'est mise en place sous Macron, avec toujours autant d'exilés qui survivent dehors, dans les rues de Paris notamment, mais pas que. Alors que le chef de l'État avait promis, je cite, de loger tout le monde dignement, de ne plus avoir des femmes et des hommes dans les rues et les bois, pour reprendre ces mots. Et ces mêmes personnes ont aussi subi le harcèlement, les violences des forces de l'ordre, notamment, comme en région parisienne, où elles sont chassées toujours plus loin de la capitale parce qu'il faut qu'elles soient invisibles aux yeux de la société, et place de la République à Paris, notamment en novembre 2020, on s'en souvient, où une action pacifique avait été fortement réprimée par les forces de l'ordre. On a aussi l'exemple de Calais, où la situation ne s'est pas améliorée depuis le démantèlement de la jungle en 2016. Les camps existent toujours, mais les autorités font tout pour les invisibiliser, au nom de la politique zéro point de fixation. Donc on veut surtout pas avoir de nouveau une grande jungle comme celle qu'on a pu avoir à Calais, ce qui donne lieu en fait toutes les 48 heures à des évacuations de campements de migrants, où les exilés peuvent être malmenés, où des affaires personnelles peuvent être confisquées, et où, par exemple, des tentes peuvent être lacérées, comme on a pu le voir, notamment grâce aux photos de Louis Viter. Il y a aussi des arrêtés préfectoraux qui sont venus interdire les distributions alimentaires par les associations non mandatées par l'État, ce qui est quand même assez grave, et les bénévoles de ces associations sont en fait régulièrement verbalisés. Avec l'Angleterre, Macron voulait que le Royaume-Uni gère avec l'Union européenne le problème des réfugiés. Il avait qualifié ça de problème aux frontières de l'Union. Il avait aussi parlé de fardeau s'agissant des camps de migrants là-bas. Finalement, l'Angleterre a continué d'externaliser la gestion de ses frontières. Elle nous a même fait un chantage financier ahurissant. Elle a proposé des projets totalement délirants, notamment en 2021, concernant l'externalisation de ses frontières, sans que la France ne s'en insurge outre mesure. En Méditerranée, il y a toujours eu plus de naufrages et de décès. Depuis 2017, il y a 11 000 personnes qui ont péri en mer, alors que Macron avait écrit dans son livre Révolution qu'il fallait mettre fin au scandale moral et humain, je cite, de la traversée des déserts et de la Méditerranée. On a aussi eu la crise humanitaire entre la Pologne et la Biélorussie fin 2021. Le président a brillé par son silence. À aucun moment il a proposé d'accueillir les quelques milliers de migrants qui étaient massés à la frontière dans des conditions totalement indignes. Et on le sait, parmi les morts qu'on a pu identifier, au moins une dizaine de personnes a perdu la vie là-bas. On n'oublie pas non plus la loi Asile et Immigration qui a quand même marqué son mandat, donc la loi qu'on a surnommée Collomb, qui est venue rallonger notamment la période de rétention des personnes en situation irrégulière, donc en la faisant passer de 45 jours à 90 jours, en autorisant le placement des enfants en centre de rétention administratif, donc en CRA, et en réduisant par 2 le délai de recours pour les demandeurs d'asile qui auraient vu leur demande d'asile rejetée en première instance par l'OFPRA. Voilà, donc tout ça fait que la politique finalement migratoire de Macron se résume à un recul des droits des étrangers. Je pense aussi à l'accès aux soins en pleine pandémie qui a vu de nombreux obstacles s'imposer. Beaucoup de drames sur le plan humain, mais aussi de mépris, quand il a parlé par exemple de Kwassa Kwassa, qui amenait du comorien, je cite, et non du poisson, ou quand plus récemment il a préféré nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants au lendemain de la chute de Kaboul, en nous montrant finalement une fois de plus qu'il était bien loin de l'humanisme auquel il prétendait au départ. Merci Najma. Un mot là-dessus, Hélène, tu voulais réagir? Dès qu'il a été élu, avec la loi Asile et Immigration, le discours a changé du tout au tout. Tant et si bien que c'est devenu une arme politique en organisant un grand débat que même ses ministres et son gouvernement ne voulaient pas à l'époque. C'était vraiment, on les voyait arriver en traînant les pieds, ils savaient pas pourquoi ils étaient là, pourquoi ils faisaient ça, parce que, en fait, tout simplement parce que c'était une simple visée politique.
et tellement une visée politique qu'à cette même époque, il donne un entretien fleuve à valeur actuelle sur la question d'immigration. C'est vrai que être président de la République, se réclamer de l'humanisme et de l'universalité et accorder son premier grand entretien accordé à la question migratoire à un hebdomadaire d'extrême droite, ça fait un petit peu sens dans un quinquennat. Lorsqu'on avait reçu Emmanuel Macron, eh bien, il plaidait, et pas que sur ce plateau d'ailleurs, dans sa campagne en 2017, l'exemplarité en politique. Il voulait renouveler les pratiques. On était, vous vous en rappelez, en pleine affaire Fillon, et donc on lui avait posé une question sur ça. On écoute. Dans le cas de François Fillon, je vais être très prudent parce que il a présomption d'innocence, mais on voit bien que même ce que lui-même a reconnu, c'est ce que ne peuvent plus comprendre nos concitoyens qui, quand bien même c'est dans le champ de la légalité, n'est pas explicable et est sorti du champ de la moralité ou de l'entendable collectif. Donc on est quand même d'accord sur le diagnostic, voilà, il y a une urgence, puisque vous nous dites que c'est le projet le plus urgent, moraliser la vie publique. Je dis ça parce que c'est une lèpre qui corrompt le rapport à la politique. Il faut moraliser la vie politique, c'est une lèpre, la corruption qui corrompt le rapport à la politique. Cette promesse de moralité, Michel, quel est le bilan là-dessus ? La lèpre n'a pas disparu, Mathieu. Ouais. La lèpre n'a pas disparu. Il y a eu pendant quelques semaines une impression que le nouveau président allait tenir ses promesses, donc le président de la probité, le président de la transparence. La première loi qu'il fait voter, c'est une loi sur la confiance dans la vie politique. D'ailleurs, c'est plus une loi sur la moralisation, mais sur la confiance. Bon, on a changé l'intitulé, mais il y a quelques petites avancées dans cette loi. Et puis, quand les premières difficultés judiciaires apparaissent au mois de juin 2017, pour des ministres du premier gouvernement, qui à l'époque était celui d'Édouard Philippe. On parle en l'occurrence de François Bayrou. Voilà. Donc il y a le départ de François Bayrou et de Richard Ferrand. Il y a aussi Marielle de Sarnez. Donc il y a 4 ministres au mois de juin qui démissionnent pour ce qu'on tenait à l'époque, ce qu'on appelait la jurisprudence Balladur. C'est-à-dire qu'un ministre mis en examen, pour pouvoir se défendre et pour ne pas mettre son gouvernement en difficulté, quitte le gouvernement et bon. D'ailleurs, il avait dit ça dans sa campagne. Un ministre en examen doit démissionner. Il allait, un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'était pas mis en examen, mais il partait quand même parce que le soupçon était... C'est ça, il allait même plus loin qu'en effet cette... Il allait plus loin, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ce soit pour Richard Ferrand ou pour Bayrou et ses amis du MoDem, eux démissionnent avant même d'être mis en examen, ils démissionnent dès qu'il y a une ouverture d'enquête. Donc ça, c'est la première phase. Donc là, c'est la première phase. On s'apercevra par la suite que tout ça est un peu cosmétique, puisque François Bayrou, en 2020, une fois mis en examen, revient par la fenêtre, il est nommé au commissaire au plan, et puis Richard Ferrand, qui était retourné à l'Assemblée, tout le temps où il est mis en examen, il reste président de l'Assemblée. Donc on voit que tout ça, c'est un peu factice. Les vraies difficultés, en fait, vont arriver avec l'affaire Benalla et avec l'affaire Koller. Dans l'affaire Koller, en 2019, il se produit Alexis Koller, bras droit d'Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée, menacé par une enquête pour prise illégale d'intérêt en lien avec l'armateur MSC. Et en 2019, Emmanuel Macron écrit de sa blanche main une lettre au parquet national financier pour mettre son bras droit hors de cause. Et le parquet national financier ça touche au président, l'enquête. On ne regarde pas. Bon, ça c'est quand même un acte qui est assez incroyable. L'affaire sera relancée d'ailleurs par Anticor. Et puis l'affaire Benalla. On franchit. Alors l'affaire Benalla, tout le monde l'a en tête, effectivement. On protège Benalla jusqu'à ce que l'affaire éclate sur la place publique. Et puis on voit des petits accommodements, des accommodements quand même avec les règles qui sont assez gênants. Et en 2020, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une part de cynisme ou de gestion complètement décomplexée de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a 2 ministres qui sont visés par des affaires quand même très ennuyeuses et qui sont promus. Donc il y a Darmanin qui est visé par une plainte pour viol et une plainte pour abus de faiblesse déposée par 2 jeunes femmes, qui est promu ministre de l'Intérieur. Donc le ministre qui est le ministre de tutelle des enquêteurs, qui enquête et sur lui et sur tous les auteurs présumés de violences sexuelles, c'est un peu gênant. Et Olivier Dussopt, qui est visé par une affaire pour des faits de corruption et qui est promu aussi au gouvernement. Donc là, on voit bien que finalement, les promesses de probité, de transparence sur fond d'affaires Fillon sont très très loin. Et le summum de tout ça, c'est la gestion de l'affaire Éric Dupond-Moretti,
la nomination, le ministre de la Justice, sa nomination déjà est ressentie par les magistrats comme une provocation, puisque Éric Dupond-Moretti, qui est un avocat médiatique et très célèbre, bouffe du juge à longueur de journée sur les plateaux de télé et sur les plateaux de radio. Quand il est mis en examen pour des faits commis dans ses fonctions de ministre de la Justice, mis en examen par la Cour de justice de la République, ce qui est une première, on se dit, il ne peut pas rester ministre de la Justice en étant mis en examen. Non seulement il reste, mais Emmanuel Macron prend sa défense et au Conseil des ministres fait une tirade sur le fait que la justice est une autorité et que lui, sous son règne, ça ne deviendra pas un pouvoir. Donc on voit que là, il y a un mépris absolument terrible pour l'institution judiciaire, qu'on verra encore avec le maintien d'Alain Griset au gouvernement, le célèbre ministre délégué au PME, qui sera maintenu au gouvernement alors qu'il va être jugé pour avoir menti sur sa déclaration d'intérêt et de patrimoine, et qui sera démissionné seulement une fois condamné. Donc là, on est quand même assez loin des promesses initiales. Hélène, un petit mot là-dessus, parce que Michel a parlé du tournant de l'affaire Benalla. L'Élysée est directement concerné, et donc là, du coup, ça se crispe beaucoup à l'Élysée pour rendre des comptes. Et il y a un enregistrement célèbre, enfin une scène célèbre où Emmanuel Macron dit écoutez, qu'ils viennent me chercher. Il dit ça, voilà, à ses ministres et aux députés. Et puis il y a cette phrase aussi qui concerne plus le travail des journalistes. Quand il s'agit des affaires, il dit nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. C'est-à-dire que quand il a commencé à être attaqué sur les affaires, Emmanuel Macron s'en est pris aux médias. En fait, c'est assez intéressant comme rhétorique parce que ce sont les affaires qui ont éclairé le regard d'Emmanuel Macron et la façon dont il considère le journalisme en France. C'est un pouvoir qui a essentiellement travaillé sur la communication, des images très léchées, des vidéos et des sons fournis principalement par les équipes de l'Élysée, un verrouillage assez fort. Moi, c'était mon premier quinquennat, mais de ce que j'en ai compris de mes petits camarades de jeu d'autres journaux qui ont suivi des pouvoirs précédents, rarement en fait sous la Ve République on a eu un pouvoir aussi verrouillé qui on pouvait accéder à des gens, on pouvait parler parfois. Là maintenant c'est très difficile. C'est très difficile et d'autant plus quand on est Mediapart et qu'on cherche les vérités cachées sous la communication. C'est très compliqué, ça a créé beaucoup de tensions sous ce quinquennat qui par ailleurs se sont traduites par des lois, la loi sur les lanceurs d'alerte, la loi sur les fake news, au moment des discussions sur la loi sécurité globale, la possibilité ou pas pour les journalistes de filmer. Enfin, il y avait un rapport à la vérité journalistique et aux faits qui venait en confrontation avec ce que ce pouvoir adore manier, qui est la communication, des choses très propres sorties du palais. Tout à l'heure, tu voulais glisser un petit mot sur les libertés publiques. En fait, il y a eu sur tout un nombre de sujets sous ce quinquennat un recul des libertés publiques. Ont été malmenés le droit de manifester, le droit de la presse, le droit d'association. Beaucoup de principes fondamentaux en fait ont été bousculés par ce pouvoir. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que Emmanuel Macron, quand il était arrivé, bien conseillé, j'imagine, en 2017, avait expliqué, par exemple, s'agissant de la sécurité, que les lois de circonstance ne servent à rien. On sait aujourd'hui qu'à chaque fois qu'il y a un traumatisme de société qui font bouger, en fait, évidemment, la société, les émotions de tout un chacun, et qui, malheureusement, souvent, sont pris politiquement dans l'urgence de l'émotion. Et donc, dans ce genre de situation, on voit souvent ressurgir des personnes qui se disent que le Conseil constitutionnel, c'est un peu pénible quand même parce que ça empêche de faire des choses, que la Constitution est chouette, mais enfin quand même, elle a plein de biais parce que si elle n'était pas là, quand même, on pourrait ajouter et empiler comme ça de la surveillance, du sécuritaire et tout ça. On sait aujourd'hui, et beaucoup de penseurs, de chercheurs, de chercheuses l'ont théorisé année après année, que tout ça confine toujours à la catastrophe politique. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en prenant une énième loi anti-casseurs au moment après les Gilets jaunes. Ils l'ont fait après l'assassinat de Samuel Paty en essayant de tripatouiller des choses et ça a donné cette loi séparatisme. Et en règle générale, tout ce que ça donne, c'est pas grand-chose en termes de renforcement de la sécurité des gens, mais beaucoup de choses en termes de recul de nos libertés publiques.
Merci beaucoup Hélène. On va terminer ce gros bilan avec la rédaction de Mediapart, avec toi Justine Brabant du pôle international de Mediapart. C'est important, les sujets internationaux. Voilà la façon dont Emmanuel Macron, à 2 jours de son élection, concevait sa politique internationale. Je crois qu'on a un peu cédé à la tendance néo-conservatrice et des interventions parfois malheureuses. Je pense à la Libye, mais pas que. Je souhaite revenir à une filiation française que je qualifierais plutôt de gaulo-mitterrandienne ou chiracienne. C'est-à-dire l'intervention armée, elle a du sens quand elle s'inscrit dans une feuille de route diplomatique. Là où il y a du risque et ces points de déséquilibre, notre pire ennemi après les djihadistes et les terroristes islamistes, ce sont les États faillis. Et donc je ferai tout pour qu'on maintienne la stabilité des États. Alors Justine, les grandes références étaient convoquées. Emmanuel Macron a-t-il donc été sur la scène internationale un président, je cite, gaulo-mitterrandien? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de le redire en 2 mots. Alors, non pas particulièrement, pour spoiler, comme on dit, pour divulgacher. D'abord parce que finalement, cette opposition entre gaulo-mitterrandien d'une part et néoconservateur d'autre part, elle est peut-être pas si pertinente pour comprendre la politique étrangère française ces dernières années. L'idée qui est derrière, je te la refais Mathieu, c'est que la politique étrangère française aurait connu une rupture avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Avant lui, on aurait eu une forme de consensus, gaulo-mitterrandien donc, basé sur l'idée d'une France indépendante et autonome, notamment vis-à-vis des États-Unis. La présidence Sarkozy aurait marqué une rupture là-dedans et constitué un tournant néoconservateur qui s'est notamment manifesté par l'intervention militaire en Libye avec les conséquences que l'on sait. Mais ces étiquettes, plusieurs chercheurs s'accordent à le dire aujourd'hui, sont finalement un peu réductrices. Sarkozy puis Hollande n'ont pas toujours été complètement alignés sur les positions américaines et De Gaulle lui-même s'est parfois aligné sur les positions de Washington, par exemple lors de la crise des missiles de Cuba. Quand bien même on considérait ces référents comme un peu pertinents pour comprendre la politique étrangère française, ce serait difficile de considérer Macron comme gaulo-mitterrandien. D'abord, il ne s'est pas spécialement intéressé à la situation au Proche-Orient, hormis ponctuellement au Liban. Il n'a pas toujours marqué une grande distance avec les États-Unis, par exemple sur le Venezuela, et en même temps, il n'a pas complètement réussi à acquérir la confiance des Russes, ce qui est un autre des piliers du gaulo-mitterrandisme, si l'on suppose que ça existe. Et alors, dans l'interview qu'on a vue en 2017 à Mediapart, il disait notre pire ennemi après les djihadistes et les terroristes islamistes, ce sont les États faillis. Il parlait et il disait, voilà, ça c'est vraiment l'enjeu majeur. Qu'a-t-il fait contre eux, donc, ses pires ennemis? Est-ce qu'il a vraiment agi? Alors on va pas se le cacher sur ces questions, le bilan d'Emmanuel Macron est compliqué. Sur la lutte contre le terrorisme islamiste d'abord, personne ne s'attendait à ce que la France, à elle seule, en 5 ans, mette fin au groupe djihadiste, mais quand même les autorités politiques et militaires françaises estimaient pouvoir au moins limiter la progression des groupes djihadistes au Sahel à travers l'opération militaire Barkhane. Or Barkhane, dont on a annoncé la fin là ce 17 février, s'est soldé par un échec. Peu de monde le conteste, sauf l'armée française. Un échec militaire d'abord. Près de 8 ans après ses débuts, ces groupes non seulement n'ont pas été contenus, mais se sont étendus et représentent aujourd'hui une force politique importante dans la région. Ils contrôlent des pans entiers de territoire au Mali, au Burkina Faso, au Niger et ailleurs. On pourrait répondre, oui, mais ça c'est pas forcément du fait de Emmanuel Macron directement, personnellement, parce que cette guerre beaucoup considèrent que cette guerre était ingagnable de toute façon. Oui, mais Barkhane, ça a aussi été un échec politique et diplomatique, et pour le coup, dans cet échec-là, Emmanuel Macron porte une part de responsabilité personnelle. Le président français, pendant 5 ans, il a multiplié les marques de condescendance, voire on considérait certains de mépris vis-à-vis de ses homologues sahéliens, avec qui donc il était supposé travailler étroitement pour combattre le terrorisme, comme quand il les a littéralement convoqués lors du sommet de Pau. Il les a convoqués en France en janvier 2020. Deuxième exemple d'erreur politique, le soutien continue à bout de bras et jusqu'au bout au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, malgré le fait que, donc on le surnomme IBK, était incapable de répondre aux problèmes sécuritaires posés par ces groupes djihadistes, et malgré le fait que son entourage était englué dans des affaires de corruption, on l'a soutenu jusqu'au bout. Alors peut-être justement au nom d'une certaine idée de la stabilité et pour lutter contre ces États faillis, comme il le disait, mais manifestement ça a été plutôt contre-productif, puisque IBK a finalement été renversé par un coup d'État en 2020.